Je démarre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire d'information au personnel, aux résidents, aux familles des maisons de repos. Vous savez que la campagne de vaccination a commencé avant-hier, pardon, de façon test, mais qu'elle va prendre toute son ampleur à partir du 5 janvier. Et donc, un petit peu à bouchée double, on essaye au maximum de vous informer, de répondre à vos questions le mieux possible, de façon à ce que chacun puisse prendre cette décision en toute connaissance de cause. Madame la ministre nous écoute. Elle n'a pas pu nous rejoindre pour vous accueillir, mais je me fais son interprète pour vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire. C'est le deuxième que nous organisons au bénéfice de manière tout à fait directe des maisons de repos et de toutes les personnes qui sont intéressées par la vaccination dans cet environnement très particulier qui est très menacé par le virus. Et nous répéterons tout au long du mois de janvier une séance par semaine pour que chacun ait l'occasion d'écouter, d'intervenir et de dialoguer avec nous par l'intermédiaire la petite bande de conversation dans laquelle vous pouvez écrire vos questions et auxquelles, après une introduction que le professeur Jean-Michel Donnier et moi-même allons faire pour, je dirais, planter le décor et vous donner les informations les plus récentes que nous avons sur la campagne de vaccination par le vaccin de la firme Pfizer qui s'appelle Comirnaty depuis quelques jours, ce qui est un nom un petit peu barbare, mais voilà, c'est le nom qui a été choisi. Après vous avoir fait cette introduction, on prendra le temps évidemment de répondre à vos questions. Alors si je peux avoir la première diapositive. Alors, oui, voilà, parce que moi je ne la vois pas. Voilà, maintenant je la vois. Donc je voulais peut-être d'abord resituer l'aventure devant laquelle nous sommes aujourd'hui dans sa perspective historique, puisqu'au fond, la vaccination est un processus de protection contre la maladie qui a été conceptualisé au début du 19e siècle, à la fin du 18e, début du 19e, d'abord par un médecin anglais qui s'appelle Jenner, qui avait observé que les fermiers et les fermières qui étaient au contact d'une maladie de la vache qui s'appelle la vaccine étaient faisaient des infections à la variole moins sévères que les autres personnes. Et donc, il a eu l'idée d'inoculer des contenus, des pustules de la vaccine à un jeune garçon et a constaté que ce jeune garçon ne faisait pas la maladie, ne faisait pas la variole, qui est une maladie très très grave et que nous ne connaissons plus aujourd'hui grâce à la vaccination, mais qui a été historiquement, qui a fait des ravages dans la population de manière très importante. Et au fond, c'est cet événement-là qui marque le début de ce qu'on appelle la vaccination, dont le nom vient d'ailleurs de cet épisode, puisque en latin, la vache se dit vacca, et que de là, on avait donné le nom à cette maladie, au virus de cette maladie de la vache, la vaccine, et que de ce nom a débouché le terme de vaccination. Mais c'est évidemment Pasteur qui est la personne qui, dans notre inconscient collectif, incarne la vaccination avec cet épisode romanesque du sauvetage d'un jeune enfant mordu par un chien enragé,
où Pasteur, au fond, utilise une caractéristique assez particulière de la rage, qui est que l'incubation après la morsure est très longue, plusieurs mois, et pendant cet intervalle, il vaccine l'enfant et le sauve. Et c'est peut-être de là que vient le vrai concept de la vaccination, parce que ce que Louis Pasteur fait, c'est qu'il prend le virus de la maladie et il l'affaiblit. En fait, en le faisant passer sur des cultures de tissus successives, il parvient à vieillir le virus, le rendre moins agressif, sans pour autant perdre ses caractéristiques immunologiques. Et c'est de cette façon-là qu'il provoque la vaccination. Et c'est une méthode de vaccination toujours utilisée aujourd'hui. C'est un processus qu'on appelle la vaccination par virus atténué. Et donc, le principe de la vaccination est un principe assez simple. Beaucoup de maladies infectieuses entraînent chez nous une réaction de l'organisme qu'on appelle une réaction immunitaire, qui fait que nous développons des défenses qui nous protègent contre une nouvelle incursion, une nouvelle infection du même microbe. Alors, qu'est-ce que c'est vacciner? C'est en fait mimer la maladie sauvage pour provoquer la réaction immunitaire naturelle, mais sans pour autant devoir subir la maladie elle-même en utilisant les propriétés que l'on a découvertes au cours des années, sur lesquelles nous allons brièvement revenir. Et c'est un mécanisme qui est maintenant énormément utilisé. C'est les grandes victoires. Beaucoup des grandes victoires de la médecine sont passées par la vaccination. Vous avez ici une liste qui n'est pas du tout exhaustive, mais qui recouvre des maladies que l'on connaît ou que l'on connaissait bien, le choléra, la peste, la diphtérie, le coqueluche, le tétanos, la fièvre jaune, une des vaccinations obligatoires si vous voulez voyager en Afrique, et bien entendu les maladies infantiles, la rougeole qui tue encore beaucoup dans le monde, mais plus chez nous dans la mesure où on vaccine les enfants très largement, et bien entendu les hépatites et la poliomyélite et la variole, qui est une des maladies qui a disparu grâce à une campagne de vaccination dans les années 70, dans les années 1970, qui a été un des grands programmes de l'OMS d'éradication d'une maladie qui a fait ses dernières victimes en Inde à la fin des années 70, près de 100 000 personnes, 80 000 morts, la dernière épidémie de variole. Alors, tout ceci pour dire que la vaccination est un processus bien connu dans lequel les bénéfices sont énormément la balance risque-bénéfice est énormément en faveur du bénéfice, et qui fait que pour beaucoup de choses, nous n'y pensons même plus. Je pense au tétanos, par exemple, qui est une maladie terrible qui a tué jusqu'au milieu du siècle passé, qui aujourd'hui, les médecins n'en voient pratiquement plus jamais grâce à la vaccination. La grippe est évidemment ce qui est le plus connu aujourd'hui, maladie qui en soi n'est pas une maladie sévère, mais qui tue et qui a cette particularité d'être une maladie d'un virus qui mute tous les ans et qui fait qu'on est obligé de revacciner sur base annuelle pour s'adapter chaque fois aux variants de la grippe. Alors, une des choses qu'il faut, je pense que nous soyons tous conscients au niveau des maladies infectieuses, c'est qu'il y a une différence entre le risque de mortalité d'une maladie virale et les ravages qu'elle peut faire. Pour vous illustrer ça, j'ai pris deux maladies qui sont, je pense, aujourd'hui encore bien connues par le grand public. La première, c'est la grippe espagnole, épidémie extrêmement ravageuse d'une maladie à la sortie de la Première Guerre mondiale. On estime entre 50 et 100 000 morts
50 et 100 millions de morts, pardon, dues à la grippe espagnole, alors qu'en fait, c'est une maladie qui tue peu, puisque la mortalité de la grippe espagnole, c'est 3%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui attrapaient cette grippe, 97 guérissaient et 3 décédaient de cette infection. Mais comme la maladie était très infectieuse et se propageait énormément, elle a tué entre 50 et 100 millions de personnes en Europe à l'issue de la Première Guerre mondiale. À titre de comparaison, une maladie très actuelle, qui est la maladie par le virus Ebola, qui est une maladie africaine dont le taux de mortalité est très élevé. On dit aujourd'hui de l'ordre de 60% parce qu'on commence à avoir des traitements plus efficaces et d'ailleurs une vaccination qui est en train de faire ses preuves. Mais cette maladie qui est très mortifère si on l'attrape a fait entre 20 et 30 000 morts parce qu'elle se propage beaucoup moins facilement que ne se propage la grippe. Donc attention, ce n'est pas parce qu'une maladie a un taux de mortalité relativement faible qu'elle ne peut pas faire des ravages colossaux. On calcule que si la mortalité du Covid-19 est comparable à celui de la grippe, pour 11 millions d'habitants de la Belgique, ça fait 400 000 morts. Donc, c'est loin d'être anecdotique, même si beaucoup de gens vont faire une infection à Covid-19 qui va passer, même parfois plus ou moins inaperçue. L'un n'empêche hélas pas l'autre. Alors, dans ce contexte, diapositive suivante, il était évident qu'à partir du moment où cette maladie a très vite été identifiée par les scientifiques comme une maladie virale avec un virus ARN d'une classe de virus assez bien connue et dont on savait qu'elle était très sensible à la vaccination, il a été logique que dès le début de l'an 2020, dès que le virus a été identifié, une stratégie s'est mise en place pour développer un vaccin le plus vite possible. Et c'est quand même une des grandes victoires qu'on peut dire de l'Union européenne, de s'être inscrit dans une stratégie et d'avoir mis beaucoup d'efforts pour qu'on aille le plus vite possible à un vaccin sans faire de concessions sur la sécurité. Pourquoi on est allé si vite? D'une part parce que c'est une classe de virus qui était connue et que la stratégie vaccinale pour y répondre était déjà connue, parce que la science a permis de déterminer la composition du virus de manière très rapide. En quelques semaines, le séquençage du code génétique du virus a été connu et donc la cible vaccinale a été identifiée. Et enfin, que l'Union européenne a pris toute une série de mesures pour préfinancer toutes les étapes de la vaccination pour que tout démarre en même temps. Mais, et on le verra avec notre spécialiste des vaccins qui va vous parler juste après moi, non seulement les étapes de sécurité ont été entièrement respectées, mais pour des raisons de démonstration de l'efficacité des vaccins, le nombre de personnes qui ont été testées dans les essais cliniques a été particulièrement élevé. Et donc, paradoxalement, d'une certaine façon, on peut dire que les données de sécurité sont aujourd'hui plus larges que ce qu'elles ne sont d'habitude pour les médicaments ou pour les vaccins. Alors, reste sur la dia précédente, si tu veux bien, Jean-Michel. Ma dia est déjà un tout petit peu dépassée puisque je l'ai faite il y a 2 semaines ou 3 semaines. J'ai dit les vaccins vont arriver. Ben, les vaccins sont arrivés, vous le savez aussi bien que moi. Et donc, nous voilà dans la mise en œuvre de la première capacité de nous protéger ou de protéger les plus menacés d'entre nous avec une vaccination par le vaccin de Pfizer. Oui, Jean-Michel.
la diapo suivante, et vous êtes dans les premières personnes à qui l'on offre la possibilité de se faire vacciner, puisque la décision qui a été prise par la task force est confirmée par les ministres de la Santé, qui est une proposition qui a été faite par les spécialistes de ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la santé, qui est l'autorité scientifique en Belgique qui fait les propositions pour tout ce qui touche à la santé publique, a été de dire, ce que l'on sait de ces vaccins, c'est qu'ils sont sûrs et qu'ils sont très protecteurs, puisque les chances d'être protégé de l'infection sont très élevées quand on est vacciné. D'autre part, on sait que le principal facteur de risque de faire une maladie grave avec la Covid-19, c'est l'âge. C'est le facteur déterminant, le plus risqué pour faire une maladie grave. Donc la logique a été de mettre en priorité les personnes âgées pour leur faire bénéficier du vaccin. Comme c'est dans les institutions collectives que le virus a le plus de chances malheureusement de circuler, vous vous êtes retrouvés, personnes dans des maisons de repos et de soins, comme étant indiscutablement celles pour lesquelles le bénéfice personnel de la vaccination était le plus élevé, donc qui vous a été proposé, qu'il vous est proposé en priorité. À partir du moment où l'on vaccine dans les maisons de repos et de soins, à partir du moment où la recommandation du Conseil supérieur de la santé ensuite était de protéger le personnel de santé, la logique a été d'ouvrir la vaccination au personnel des maisons de repos en même temps que les résidents, de façon à profiter du fait que les vaccinateurs se déplacent vers vous pour faire bénéficier la protection au plus grand nombre de gens qui le souhaitent. Et c'est la raison pour laquelle le personnel et les résidents sont tous les deux, il leur est offert à tous les deux de se faire vacciner. Et puis, vous le voyez sur ce tableau, l'avis de la task force a fait la liste des priorités successives qui vont s'égrener jusqu'à l'été 2021 avec une protection déjà très large, puisque tous ces groupes ensemble, ça représente à peu près 4 millions de Belges qui devraient déjà avoir pu profiter de la vaccination à l'été prochain. Diapositive suivante. Alors, il y a évidemment une ligne du temps. Tout le monde ne pourra pas être vacciné en même temps parce que les vaccins nous arrivent de manière, je dirais, étalée dans le temps. Vous devez imaginer que la planète entière veut ces vaccins aujourd'hui. L'Union européenne a négocié pour l'ensemble, les 27 pays ensemble, un bouquet de vaccins à notre bénéfice. Et grâce à ça, parce que sinon je ne suis pas sûr que la petite Belgique aurait eu vraiment son mot à dire, grâce à ça, nous avons la même mise à disposition des vaccins que des grands pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France ou l'Italie. Néanmoins, les livraisons vont s'étaler dans le temps, les vaccins aussi vont s'étaler dans le temps. Aujourd'hui, nous n'en avons qu'un seul qui a fait déjà l'objet d'une approbation par l'Union européenne, mais on sait que dans les semaines qui viennent, d'autres vaccins vont être proposés à l'enregistrement et progressivement notre palette de vaccins, mais aussi le nombre de doses va augmenter. Diapositive suivante. Alors, comment va fonctionner cette vaccination? La livraison va être faite par la firme vers les 19 hôpitaux en région wallonne qui ont été préparés, sélectionnés, préparés pour stocker le vaccin, puisque vous savez qu'il doit être stocké dans des conditions très particulières de très grande congélation, à moins 80, et donc le transport et le stockage se fait en respectant une ligne du froid. Et c'est à partir de ces hôpitaux que le jour de la vaccination,
chaque maison de repos sera livrée en fonction des commandes qu'elle aura passées, et ces commandes qu'elle aura passées dépendra du nombre de personnes qui auront exprimé le désir d'être vaccinées lors du passage des vaccinateurs dans votre institution. Diapositive suivante. Alors, pour qu'une campagne de vaccination soit réussie, il faut 3 ingrédients. Le premier, c'est un bon vaccin, et c'est à cet élément-là que va être consacré l'essentiel de ce que l'on va vous dire maintenant par l'intermédiaire de Jean-Michel Donnier, que je vais vous présenter tout de suite. Le second, c'est une communication qui suscite la confiance et l'adhésion, et on sait qu'une communication qui suscite la confiance et l'adhésion, c'est une communication transparente, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que nous essayons de faire avec vous aujourd'hui, de vous donner toutes les informations en toute transparence, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, répondre à vos questions pour que vous puissiez vous déterminer en toute connaissance de cause, et enfin, une accessibilité aisée à la vaccination. C'est bien que s'il faut faire 150 km pour se faire vacciner, bien, les gens ne se vaccinent pas. C'est vrai pour toutes les campagnes de vaccination dans le monde. Et ici, vous êtes évidemment dans une situation idéale du point de vue de ce paramètre-là, puisque la vaccination vient à vous, comme dirait Lagardère, et vous serez servi à domicile, comme on dit. Diapositive suivante. Alors, comme je vous l'ai dit, la Belgique s'est mis en situation de sécurité pour avoir l'ensemble des doses nécessaires à vacciner sa population en ayant participé à des achats groupés de l'Union européenne pour 5 vaccins qui sont aujourd'hui dans le pipeline, celui de Pfizer, BioNTech et celui dont on va parler aujourd'hui, 5 millions de doses commandées par la Belgique qui vont être livrées dans tout le courant de 2021, et probablement très vite Moderna, dont on pense, d'après les informations qu'on a, qu'il pourrait obtenir l'opinion de l'Union européenne et l'enregistrement dans les premiers jours ou les 2 premières semaines de janvier. On parle du 5 ou du 6 janvier dans les couloirs de la Commission européenne. Après ça, il faudra attendre un peu. AstraZeneca et Johnson & Johnson sont les 2 autres vaccins qui arriveront probablement plus ou moins en même temps autour de la fin du premier trimestre, puis CureVac, et puis peut-être encore d'autres. On estime qu'il y a 150 candidats vaccins qui sont aujourd'hui sérieusement étudiés dans le monde, dont une 50aine ont des chances raisonnables de réussir et de venir un jour être mis à notre disposition. Diapositive suivante. Et donc, je n'ai que trop parlé, je vais donc céder maintenant la parole à Jean-Michel Donnier, qui est pharmacien, qui enseigne à l'université de Namur, mais qui surtout est un spécialiste reconnu mondialement pour la sécurité des vaccins. Il travaille comme conseiller de l'Agence fédérale des médicaments, la FMPS, qui a cette responsabilité en Belgique, mais surtout au niveau de l'OMS et de l'Agence européenne du médicament. Il est donc aux premières loges pour voir les dossiers des médicaments au niveau de l'efficacité et de la sécurité, et il suit évidemment avec une attention soutenue tous les vaccins de la classe de la lutte contre le Covid-19. Je le remercie de nous avoir consacré de son temps et je lui cède tout de suite la parole. Merci Yvon. Donc effectivement, je vais vous parler principalement du vaccin Pfizer. Et ce schéma, je pense, est assez important. Je vais quand même vous l'expliquer pour bien que vous compreniez la différence entre le virus, la maladie et ce qu'on mesure tant pour le virus que pour la maladie. Et donc, vous voyez ici que le virus se transmet principalement par la voie dite nasopharyngée ou oropharyngée. Et je vous rappelle que quand on fait un prélèvement nasopharyngé avec un écouvillon, on prélève dans le nez pour aller rechercher un peu de matériel biologique qui va contenir le virus.
Et pendant 5 jours, on peut très bien être infecté par le virus, c'est tout à fait asymptomatique, c'est ce qu'on appelle la période présymptomatique. Et puis, sans qu'on ne sache trop pourquoi, certaines personnes vont développer des symptômes et d'autres vont rester asymptomatiques, ça veut dire ne pas avoir de symptômes. Et que se passe-t-il en fait? C'est qu'à partir du moment où on débute les symptômes, généralement, les symptômes sont modérés à légers pendant 8 à 10 jours. Et là aussi, sans qu'on ne sache trop pourquoi, une série de personnes vont développer des maladies et des formes plus sévères de la maladie qui va durer dans le temps et qui va se traduire principalement par un risque d'hospitalisation, un risque d'oxygénation puisque le virus s'attaque principalement au niveau pulmonaire. Et puis là, on a une maladie qui est la Covid elle-même, qui est beaucoup plus de nature dite inflammatoire et de nature dite prothrombotique. Donc on a des thromboses qui peuvent se passer avec une inflammation qui va entraîner des atteintes de plusieurs organes. Et généralement, dans ces cas-là, on est intubé, on va se retrouver en milieu hospitalier avec un risque de décès. Et donc, il y a deux courbes qui sont importantes ici. C'est celle-ci qui est la courbe de ce qu'on appelle la charge virale. La quantité de virus qu'on va retrouver, qu'on mesure principalement au niveau nasopharyngé. Et c'est ce qu'on mesure lorsqu'on fait une analyse dite de PCR, quand on fait un prélèvement avec un écouvillon dans le nez, on va mesurer cette charge virale. Alors, vous voyez que la charge virale, normalement, elle va diminuer après 10-12 jours. C'est pour ça qu'on peut détecter la présence du virus même si on est asymptomatique. Et quand on est symptomatique, pendant généralement une dizaine de jours. Par contre, vous voyez qu'ici, en pointillé, lorsqu'on commence à développer une charge virale, se développe 3 jours après le début des symptômes, à peu près 7-8 jours après la charge virale qui augmente, des anticorps. Et ce sont ces anticorps produits naturellement, liés à la maladie, qui peuvent permettre éventuellement de réduire les symptômes et à la personne d'avoir sa charge virale qui va diminuer puisque ces anticorps s'attaquent au virus. Et donc, ce que le professeur Angler a mentionné, que le vaccin mime la maladie, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est plutôt que d'avoir une charge virale ici qui va être présente et entraîner la maladie, c'est quelque chose qui va remplacer le virus pour ne pas entraîner la maladie, mais entraîner cette production d'anticorps. Et vous voyez que cette production d'anticorps nécessite un certain temps. Elle n'est pas directe et c'est après une certaine quantité d'anticorps et de cellules dites mémoire qu'on va avoir une réponse immunitaire qu'on espère optimale. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le vaccin contre la grippe, même si vous êtes vacciné aujourd'hui, il vous faut généralement 2 semaines avant que le vaccin ne soit efficace clairement. Et donc ces anticorps, on peut les mesurer dans le sang, c'est ce qu'on appelle de la sérologie. Et bien évidemment, vous voyez qu'on les mesure généralement après 14 jours après qu'ils sont produits après les symptômes, c'est là qu'on commence à avoir des anticorps qui sont présents dans le sang. Et donc, aujourd'hui, cette maladie qui est la Covid ne freine pas en termes de mortalité, puisqu'on a des décès qui sont quand même encore relativement importants. Ça, ce sont les chiffres à la date du 29 décembre. Vous voyez que vous avez au total 19 234 décès, dont 8 343 en maison de repos. Et donc, à titre de comparaison, ça, c'est sur à peu près moins de 10 mois. Donc, on est à peu près 2000 morts par mois liés à cette maladie. Donc, si on extrapole sur une année 24 000 morts, je vous rappelle que pour la grippe, une grippe classique, on tourne aux alentours de 1000 morts par an. Donc, c'est effectivement une maladie qui, en tant que telle, entraîne un nombre de décès beaucoup plus élevé et un risque beaucoup plus élevé. Alors, la maladie est représentée ici en rouge et l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de maladie qui apparaissent, peut diminuer dans le temps parce que c'est le cas de la grippe. Vous sortez d'une période de grippe qui est souvent au niveau du mois de février et mars. À partir du mois d'avril-mai, on commence à avoir une diminution de nouveaux cas de grippe parce que c'est un virus saisonnier, en tout cas dans nos régions. Et par ailleurs, on peut avoir un nombre de cas au départ qui est moindre en raison de la vaccination. Par contre, ce qui est intéressant, comme ici avec le Covid-19, c'est quand la maladie reste relativement stable. Vous avez vu qu'on peut avoir des vagues successives, mais la maladie revient de façon fréquente. C'est d'avoir une couverture grâce à un traitement qui est un vaccin qu'on va administrer dans une population en augmentant la couverture vaccinale, c'est-à-dire en augmentant le nombre de personnes qui sont vaccinées, et qui se traduit par une diminution significative du nombre de nouveaux cas de malades qui vont être présents. Et l'objectif est effectivement d'avoir une couverture vaccinale suffisamment importante
pour avoir une quantité de malades qui va diminuer et, on l'espère, arriver à une éradication de la maladie. Il est clair qu'on n'en est encore pas là. Je pense qu'Yvo Angler a parlé à juste titre que l'objectif, c'est d'avoir un Noël l'année prochaine qui soit un Noël comme d'habitude. Et donc ça n'arrive pas, bien évidemment, dans les 2-3 mois qui suivent une vaccination, mais il faut voir ça sur quelques mois, une couverture vaccinale dont on espère atteindre les 70% d'ici la fin de l'année. Par contre, ce qui est important également, c'est ceci, et vous allez voir pourquoi ça va vous concerner, c'est que, comme tout vaccin, on peut avoir des effets indésirables qui peuvent être réels ou perçus. Réel, ça veut dire qu'on sait, je vais y revenir, qu'on peut développer une certaine réactivité au vaccin. Et puis, on a des effets indésirables qui sont perçus, ça veut dire qu'ils ne sont pas des réels effets indésirables liés au vaccin lui-même, mais des maladies qui se développent naturellement après un vaccin, mais dont le lien de causalité avec le vaccin n'est pas établi. Prenez un simple exemple, des personnes qui vont aujourd'hui être vaccinées et qui ont déjà certaines maladies peuvent naturellement développer de nouvelles maladies par le passé ou avoir leur maladie qui s'aggrave indépendamment de la vaccination. Et là, ce qu'on risque, c'est d'avoir une perte de confiance en la vaccination, que ça vienne principalement des médias, par exemple, ou tout simplement d'informations que vous avez. Et là, naturellement, l'épidémie repart. Et donc là, vous voyez qu'on a une phase supplémentaire qui peut arriver, donc ça pourrait être une seconde vague. L'objectif, c'est de retrouver cette confiance en la vaccination en informant par transparence des données qui ont été obtenues et d'éradiquer effectivement la maladie. Et à ce moment-là, on peut diminuer la couverture vaccinale. C'est ce qui s'est passé avec le vaccin contre la variole. Alors ceci, je ne vais pas entrer dans le détail, ça a été également mentionné par le professeur Angler, la façon dont on a pu développer ces vaccins de façon très rapide. Normalement, il faut 8 ans, 8 à 10 ans pour développer un vaccin, mais ce qui est important, c'est que dans les études cliniques qui ont été réalisées ici avec les vaccins, je vous rappelle que ces études cliniques ont commencé déjà au niveau du mois d'avril, donc on va arriver à plus de 9 mois d'études avec ces vaccins, et dont l'étude de phase 3 pour le vaccin Pfizer a commencé au mois de juillet, et donc on a déjà un recul pour certains vaccinés de près de 6 mois, ce qui est généralement ce qu'on a avec les vaccins. La nuance, c'est qu'ici, on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de collaborations scientifiques très tôt pour pouvoir réaliser ces études qui sont faites pour certaines en parallèle plutôt que de les faire en continu. Et les vaccins ont été produits en grosse quantité avant même d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, ce qui ne se fait jamais, puisque par définition, vous n'avez aucune garantie que vous aurez l'autorisation de mise sur le marché. Donc, vous compressez toute une partie de ces phases, mais les phases les plus importantes, vous voyez que le bleu ici, c'est la même que le bleu ici, sont maintenues et au contraire, dans les vaccins qui ont été développés ici, notamment par la firme Pfizer et Moderna, mais également les autres firmes, on a plus d'individus qui ont fait l'objet d'études dans les études cliniques qu'avec les vaccins en général. Et donc peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler, c'est de dire oui, mais les personnes dans les maisons de repos qui seront vaccinées, sont des cobayes. Non, ce n'est pas le cas du tout, puisqu'on a beaucoup plus de données avec ces vaccins qu'on en a avec les vaccins d'habitude. Et deuxièmement, vous avez également autant de données sur la durée de vaccination, puisque je vous l'ai dit, la durée de vaccination généralement dans les études avec les vaccins, c'est 3 mois, 4 mois, maximum 6 mois. Et donc, c'est ce qu'on a ici comme recul avec les vaccins qui sont développés. Donc, il ne faut pas confondre l'aspect administratif et l'aspect financier qui nécessite de développer un vaccin en 8 ans avec les études qui ont permis de mettre ces vaccins sur le marché rapidement. Et donc, ceci, c'est pour vous montrer que le virus rentre dans une cellule grâce à une clé, un peu comme vous rentrez dans une pièce. Et la clé, c'est ce qu'on appelle une protéine qui est de surface. Et elle va entrer grâce à une clé qui va ouvrir une cellule, qu'on appelle ici un récepteur, s'y multiplier et entraîner cette fameuse réaction inflammatoire et prothrombotique. Ça veut dire des thromboses. Par contre, le virus, grâce au système immunitaire, va également entraîner, toujours grâce à cette fameuse clé, cette protéine, une réponse immunitaire avec des anticorps qui vont être dirigés contre cette clé, contre cette protéine du virus et bloquer ensuite l'entrée du virus dans la cellule. Et donc ça, c'est le système immunitaire classique, sauf que, je vous l'ai dit, chez un certain nombre d'individus qui ont des facteurs de risque, notamment les personnes plus âgées, ce système ne se développe pas assez rapidement et donc on a la maladie, la Covid qui se déclenche de façon plus fréquente,
C'est nettement moins le cas chez les jeunes, puisque les taux là, de maladie et de mortalité sont beaucoup plus faibles. Et donc, il faut mimer au préalable ces anticorps, la production de ces anticorps, en donnant cette fameuse protéine, mais bien évidemment pas sur le virus normal qui entraînerait le risque de la maladie, mais sur un virus qui est adapté. Alors, ce qui a été mentionné dans l'histoire des vaccins, les plus utilisés sont les vaccins contre la grippe, qui sont des vaccins inactivés ou affaiblis, où on redonne le virus, mais qui n'a pas la possibilité d'entraîner la maladie. Par contre, vous voyez qu'il y a toujours cette fameuse en rouge, cette fameuse clé qui va rentrer dans la cellule et qui va entraîner la réaction immunitaire. Et puis, on peut utiliser la clé uniquement. Donc, c'est ce qu'on appelle des sous-unités protéiques. Et là, on a quelques exemples de vaccins qui sont sur le marché. Le problème, c'est que ce sont souvent des vaccins qui doivent être adjuvantés, ça veut dire associés à des substances qui augmentent la réaction locale immunitaire pour produire des anticorps. Les autres vaccins dont on parle, et si vous avez eu la chance de regarder les médias ce matin, c'est notamment des vaccins dont on n'utilise pas la protéine, mais on utilise le matériel génétique qui est dans un autre virus, en fait, qui n'est pas celui du SARS-CoV-2, donc du virus du Covid, et on utilise ce qu'on appelle des vecteurs viraux. Donc des vecteurs, c'est quelque chose qui ressemble à un autre virus, et qui contient le matériel pour produire la protéine, donc cette fameuse clé pour rentrer dans les cellules. Et pourquoi est-ce que je vous dis qu'on vous avez peut-être vu ce matin? Parce que c'est notamment le cas de la firme AstraZeneca qui commercialise aujourd'hui en Angleterre, qui a reçu son autorisation de mise sur le marché pour un vaccin de ce type-là, ce qu'on appelle adénovirus. C'est également le vaccin qui est développé par la firme Johnson & Johnson, mais dont la filiale est belge. Au départ, c'est la filiale Janssen. Donc c'est un des 4 vaccins qui sera certainement disponible dans les mois à venir. Celui qui est disponible actuellement, c'est le vaccin Pfizer, qui est ce qu'on appelle un vaccin à ARN messager. L'ARN, c'est un ruban, en fait, un peu comme des Legos. Vous prenez des Legos, vous les associez les uns aux autres, et vous avez un ruban. Et à partir de ces Legos, ces rubans, lorsqu'ils rentrent dans la cellule, pas dans le noyau de la cellule, donc ils n'interviennent pas sur le matériel génétique de la cellule, ce ruban constitué de Legos va générer cette fameuse protéine, qui est cette fameuse clé qui va être identifiée par le système immunitaire pour entraîner une réponse immunitaire. Et donc, ce qui est intéressant avec ces vaccins ARN, c'est que ce n'est pas du matériel biologique, ça peut être produit en plus grosse quantité, c'est changé également relativement facilement. Vous avez vu qu'on a parlé ici de certains virus qui étaient mutés et qui pouvaient éventuellement être plus résistants au virus et au vaccin, ce n'est pas le cas tant que maintenant, mais on sait qu'on peut reproduire rapidement un vaccin avec cet ARN qui est modifié pour améliorer l'efficacité du vaccin. Bien évidemment, il y a quand même, non pas des effets indésirables en tant que tels, mais des inconvénients à ce type de vaccin, c'est que cet ARN messager est très instable. Ça veut dire qu'il se dégrade très vite. C'est la raison pour laquelle on le met dans une couche qu'on appelle une couche lipidique. C'est un peu comme de l'huile que vous mettez dans de l'eau, vous avez des gouttelettes qui se forment, et ça permet de protéger cet ARN messager. Le corollaire, c'est que ça nécessite des températures de conservation assez basses, minimum moins 20 degrés, en ce qui concerne le vaccin Pfizer, moins 70, moins 80 degrés. Et donc, le vaccin Pfizer a reçu son autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne sur un avis favorable de l'Agence européenne du médicament le 21 décembre. Le 6 janvier est prévu celui de Moderna, c'est-à-dire que l'Agence européenne a informé que son comité de médicaments à usage humain rendrait un avis comme ils l'ont fait pour le vaccin Pfizer. Et donc ce vaccin Pfizer, c'est celui qu'on va administrer de façon plus importante dans les maisons de repos et de soins à partir du 5 janvier, donc à partir de mardi prochain. Et comme le professeur Angler l'a mentionné, il a eu un nom qui s'appelle Comirnaty. Alors d'où vient ce nom en fait? Ce nom vient d'une mise en évidence des premières autorisations d'un vaccin à ARN messager. Donc RNA, c'est pour ARN messager. Et en plus, pour les efforts mondiaux qui ont été associés à la maladie qui s'appelle Covid, donc c'est pour ça que vous avez CE ici, et c'est pour rappeler également la communauté qui s'est associée pour générer ce type de vaccin. Donc COM, c'est pour communauté, CO, c'est pour Covid, et RNA, c'est pour le premier vaccin ARN messager. Donc derrière le nom barbare se cache quelque part cette communauté qui a travaillé pour développer ce vaccin ARN dans le cadre de la maladie Covid. Et donc, d'un point de vue très pratique, vous verrez que c'est un vaccin classique néanmoins. Donc, je vous rassure, on ne vous injecte pas quelque chose à moins 80 degrés.
le vaccin est mis dans un frigo dans les maisons de repos et de soins à entre 2 et 8 degrés. Et puis il est sorti, il doit être préparé, il doit être, comme on dit, reconstitué avec du sérum physiologique pour remettre dans une fiole 5 doses de vaccin qui peuvent permettre de conditionner 5 seringues. Et chacune des seringues va permettre de vous injecter un volume d'à peu près 0,3 millilitres. Donc c'est 300 microlitres, donc c'est vraiment un volume relativement limité au niveau intramusculaire et dans le bras. Donc c'est dans l'épaule que ça se fait. Et donc en tant que tel, c'est vraiment l'équivalent du vaccin contre la grippe au niveau de la procédure. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc tout ça, vous n'allez pas le voir. Ce sont des personnes tant en milieu hospitalier qu'au niveau de la maison de repos qui va préparer ces vaccins. Et donc vous serez vacciné en moins de 2 minutes avec l'injection du vaccin. Par contre, vous serez suivi pendant au minimum 15 minutes pour s'assurer que tout va bien et on va le voir, vous aurez éventuellement quelques effets indésirables, mais c'est surtout pour s'assurer que vous répondez bien au vaccin. Et donc voici à quoi ressemble en fait de façon aussi un peu plus schématique le vaccin. C'est vraiment une gouttelette d'huile. Vous voyez, tout ça c'est de l'huile, c'est vraiment ce qu'on appelle des lipides qui va renfermer ces petites molécules d'ARN messager. Et donc, c'est ce qu'on appelle des nanoparticules. Pourquoi nanoparticules? Parce que ça a une taille comprise entre 60 et 120 nanomètres, et tout ce qui fait moins de 100 nanomètres sont considérés comme des nanoparticules. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme tel, sans ni plus ni moins. Et donc, pourquoi est-ce que ce vaccin est intéressant? Il a surpris pas mal de chercheurs, c'est en raison de son efficacité. Et pour mesurer son efficacité, on fait une étude avec un vaccin dans un groupe d'individus qui sont vaccinés. Vous voyez qu'ici, c'est ce qui est représenté en vert. Et donc, on a eu plus de 20 000 personnes qui sont vaccinées. Et on prend à peu près l'équivalent, un peu plus de 20 000 personnes qui ne reçoivent pas le vaccin, mais qui reçoivent une injection également, comme ça, elles ne savent pas si elles ont reçu le vaccin. Et puis, tout simplement, vous laissez les personnes vaquer à leurs occupations et vous constatez si oui ou non vous développez plus de maladies confirmées par une PCR dans un groupe vacciné ou dans un groupe non vacciné. Et donc, que s'est-il passé? C'est qu'avec le vaccin Pfizer, sur les 18 000, les premières données des 18 000 individus vaccinés, on a constaté que seulement 8 ont développé des symptômes de la maladie de Covid-19, alors que dans le groupe non vacciné par le vaccin mais par un placebo, 162 ont développé des symptômes de la maladie confirmés par une technique de PCR. Et donc, ça veut dire qu'une efficacité de 95%, vous réduisez de 95% votre risque de tomber malade si vous êtes vacciné par rapport au fait de si vous n'êtes pas vacciné. Et donc, c'est important, ça montre une efficacité remarquable qui apparaît d'ailleurs déjà après la première dose, puisque 12 jours après la première dose, c'est ce qu'on voit ici, en rouge, vous avez des individus, très peu d'individus qui redéveloppent des symptômes de la maladie. Par contre, en bleu, ce sont les individus sous placebo, donc sans vaccin, qui redéveloppent des symptômes de la maladie. Et donc, il n'y a pas photo. Vous voyez que l'efficacité du vaccin est beaucoup plus importante et surtout après la première dose, mais surtout déjà après la deuxième dose. Alors, vous voyez qu'effectivement, je vous l'ai dit, il faut quand même une dizaine de jours pour que les anticorps se développent. Et c'est certainement ce qui se traduit ici, c'est ce qui se passe dans la maladie naturelle. C'est là que les anticorps vont commencer à être particulièrement efficaces et montrer que les personnes qui développent ces anticorps sont moins à risque de développer la maladie. Alors, de façon très intéressante, avec ce vaccin, on avait plus de 21% des personnes dans l'étude clinique qui avaient plus de 65 ans et plus de 4% qui avaient plus de 75 ans. Donc, ça veut dire qu'on a des données aussi d'efficacité maintenues chez les individus de plus de 65 ans, y compris chez les plus de 75 ans. Et on a également toute une série de données d'efficacité chez les individus qui avaient des comorbidités. La première, c'était l'obésité, qui est un des facteurs de risque le plus élevé de développer une forme sévère. Donc, toute une série d'informations dans un grand groupe d'individus, ce qu'on n'a pas avec d'habitude les autres vaccins. C'est pour ça que je veux vous rassurer que ça, on n'a pas lésiné sur les données et la robustesse des études pour fournir ces données. Et donc, pour vous mettre aussi en relation avec l'efficacité de ce vaccin par rapport à d'autres vaccins, le professeur Angler a parlé du risque de rougeole qui était très très faible dans nos pays, mais qui sont toujours présents, mais qui sont encore présents dans d'autres pays. Vous voyez que les vaccins sont très efficaces. Rougeole, rubéole, on est à 97%, polio à 99%, et le vaccin Pfizer est efficace à 95%. Donc ça en fait un des vaccins les plus efficaces.
comme le second qui, on l'espère, va arriver d'ici la semaine prochaine, le vaccin Moderna, et celui qui vient d'être autorisé, je vous l'ai dit, aujourd'hui dans les médias par l'Angleterre AstraZeneca, semble montrer une efficacité moindre, une efficacité de l'ordre de 70%, mais c'est une efficacité néanmoins remarquable par rapport à des vaccins comme les vaccins contre la grippe, qui montrent une efficacité parfois certaines années de l'ordre de 19%, mais en général de 60%. Mais même une efficacité de 60% vous permet de vous réduire votre risque de 60% de développer la maladie, ce qui est quand même remarquable à titre individuel. C'est un risque, ou en tout cas un bénéfice qu'il est important de saisir quand on voit que les effets indésirables sont limités. Et effectivement, les effets indésirables sont limités, et là c'est la question bien évidemment qui est souvent posée, qu'est-ce que je risque? Je pense que ce que vous risquez en premier, c'est d'avoir un bénéfice du vaccin, ça veut dire d'avoir peu de chances de développer la maladie. Par contre, c'est vrai que vous risquez des effets indésirables qui sont ceux associés à la vaccination. Et vous avez éventuellement été vacciné contre la grippe récemment, vous avez eu des douleurs à l'injection, un peu de rougeur, un peu de gonflement. Dans peu de cas, 10 à 15% des cas, vous avez de la fièvre, vous pouvez avoir des maux de tête et un peu de douleur musculaire ou un peu de fatigue dans 60% des cas. Mais c'est toujours léger à modéré et le risque est d'autant moins élevé que vous avez plus de 55 ans. Donc c'est plus élevé chez les moins de 55 ans et c'est plus élevé après la seconde dose. Donc les événements sont des événements qui sont connus, associés à la vaccination et on a ces informations sur beaucoup d'individus. Et non seulement on a les informations sur beaucoup d'individus en études cliniques, mais sachez que maintenant, à la date du 30 décembre, donc à la date d'hier, on a plus de 5 millions de personnes dans le monde qui ont été vaccinées. Et si on prend les États-Unis, qui ont vacciné principalement, en tant que maintenant avec le même vaccin qui vous sera proposé, on a plus de 2 320 000 personnes qui sont vaccinées. Et en Angleterre, on a également 625 000 personnes. Donc on a un recul de plus de 3 millions de personnes vaccinées avec le vaccin Pfizer aux 2 doses, avec des événements indésirables qui sont ceux qui ont été connus ou que ceux sont ceux attendus avec les vaccins. Et donc, on n'a pas de surprise particulière. Donc ça, c'est certainement pour vous rassurer. Je rappelle que 3 millions de doses avec le même vaccin, ça correspond à ce qu'on veut vacciner comme personne d'ici certainement fin du mois de mai, fin du mois de juin. Donc, on a quelque part de la chance aussi de bénéficier de ces données de vaccination dans d'autres pays. Et donc ceci, c'est pour rappeler effectivement qu'on a l'autorisation de ce vaccin. Et vous avez peut-être entendu que c'est une autorisation conditionnelle. Ça ne doit pas faire peur, une autorisation conditionnelle. Au contraire, ça doit vous donner des garanties que le vaccin a été autorisé sur base de données où les données de bénéfice du médicament l'emportent sur les risques. Ça veut dire beaucoup plus de bénéfices que d'effets indésirables. Mais les études cliniques de ce même vaccin sont toujours en cours et continuent pour voir les efficacités dans le temps. Est-ce que l'efficacité du vaccin va perdurer 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois? Et donc, ça veut dire que c'est des données qui vont encore être fournies dans le temps. Et donc, c'est ça qu'on appelle conditionnel. C'est octroyer une autorisation sur base de données intermédiaires qui sont déjà très favorables, mais dont on attend encore des données à venir, notamment dans des populations pour lesquelles on a besoin d'avoir un traitement qui n'est pas encore disponible sur le marché. Et enfin, c'est associé à une transparence particulièrement importante, puisque vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations que ce que je viens de vous donner sur ces vaccins, tant publiés sur le site de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, que le site de l'Agence européenne des médicaments, que le site de coronavirus de Covid-19 du commissaire du gouvernement. Cette transparence est importante. Par contre, elle est un peu complexe parfois, puisque les données sont éventuellement en anglais ou sont parfois difficiles à interpréter, d'où l'importance aussi de répondre ici à toutes vos questions avec le professeur Yvon Angler. Et je vous l'ai dit, pas plus tard que ce matin, a été publiée l'information comme quoi un deuxième vaccin a été autorisé en Angleterre, le vaccin AstraZeneca. Aux États-Unis, ils ont déjà publié, ils ont déjà accepté le deuxième vaccin qui est le vaccin de Moderna, donc c'est important aussi parce qu'on aura une expérience de ces vaccins avant qu'ils n'arrivent au niveau européen. Et vous avez vu que l'expérience du vaccin Pfizer est maintenant particulièrement importante au niveau mondial, en l'absence d'effets indésirables qui ont été rapportés et par contre avec des données de bénéfices qui restent à suivre mais relativement rigoureuses. Donc voilà, je vais m'arrêter là, peut-être pour laisser la place ouverte à des questions. Merci beaucoup.
Merci Jean-Michel. Donc, on peut peut-être maintenant passer aux questions. Je vous rappelle que vous pouvez rédiger vos questions dans la petite bande verticale qui se trouve à droite de l'image en poussant sur la petite bulle de bande dessinée dans laquelle il y a un point d'interrogation. Vous posez vos questions et nous allons maintenant essayer au maximum d'y répondre. Donc, j'essaye de remonter ma petite flèche pour... Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Je suis embêté par le bord de mon ordinateur. Voilà. Donc, une question sur les personnes à destination de ce webinaire, c'est l'ensemble des personnes intéressées par la vaccination en maison de repos, que ce soit les directions, le personnel ou surtout les résidents et leurs familles. Une question sur la vaccination des personnes en résidence-service. Donc, les résidents-service sont inquiètes de ne pas être inclus dans le programme de vaccination. Donc, elles vont l'être, mais elles vont l'être un tout petit peu après les résidents en maison de repos elles-mêmes, parce que le fait d'être dans des environnements séparés diminue significativement le risque et font qu'ils sont un petit peu moins exposés que les personnes des institutions de maisons de repos elles-mêmes. Néanmoins, nous avons été tout à fait sensibilisés par la demande et l'attention de ces résidents en résidence-service qui souhaiteraient être vaccinés, et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut, à un moment relativement précoce, les intégrer dans le programme de vaccination en tenant compte évidemment des vaccins disponibles. Alors Jean-Michel, une question je pense qui est pour toi. Faut-il vacciner les gens qui ont déjà fait la maladie ou qui ont des anticorps positifs? Donc là, nous avons différentes données et on peut avoir des recommandations légèrement différentes suivant certains pays. Et donc, je vais essayer d'être assez précis. Donc, les données dans les études cliniques ont montré qu'on pouvait inclure dans la vaccination des personnes qui avaient ce qu'on appelle une sérologie positive, donc des anticorps présents qui démontraient qu'ils avaient éventuellement déjà été au contact du virus sans avoir été forcément symptomatiques, ou au contraire qui avaient déjà développé la maladie, et même si elles n'ont pas leurs anticorps. Donc, c'est ce qu'on appelle donc des individus qui étaient dits séropositifs. Ceux-là ont été inclus dans les études cliniques, notamment de l'étude Pfizer, et on a montré que la sécurité d'utilisation du traitement chez elles était la même que chez ceux qui n'avaient jamais fait la maladie. Le nombre d'individus était plus limité, on avait à peu près 500-600, et quand on poule les résultats d'efficacité dans les séropositifs et les séronégatifs, on a une efficacité qui reste de 95%. Donc ça veut dire qu'on s'attend à avoir une efficacité qui est également maintenue. Par ailleurs, il faut savoir que une personne qui a fait le Covid est susceptible de refaire le Covid. Le nombre de cas est limité, mais ce n'est pas exclu. Et donc, il est certainement préférable de vacciner également les personnes, soit qui ont fait le Covid par le passé ou qui sont séropositifs, pour s'assurer qu'elles repartent avec une réponse immunitaire efficace. Et enfin, la question d'un point de vue logistique est d'autant plus facile si on vaccine tout le monde indépendamment de leur statut préalable, puisque je vous ai dit, il y a des personnes qui ont été éventuellement en contact avec le virus, mais qui n'avaient pas de symptômes et qui au final sont peut-être séropositives. C'est mieux de ne pas se poser la question et de faire des tests sérologiques en amont, mais de vacciner tout le monde. Et ce sont des recommandations ici qu'il y a eu en Belgique, c'est des recommandations générales de l'Agence européenne du médicament, mais également aux États-Unis, de ce qu'on appelle le CDC, à savoir le centre des maladies, d'offrir la vaccination à tout le monde indépendamment de leur statut. Par contre, certains pays estiment que ça peut ne pas être forcément la première des priorités de vacciner ceux qui ont déjà fait la maladie, mais chez nous, en tout cas en Belgique et dans beaucoup de pays, on recommande, indépendamment du statut, de vacciner tout le monde. Ce qui ne fait certainement aucun doute, c'est que ça ne comporte pas de risque.
C'est ça qui est important. Ça, c'est sûrement tout à fait clair, même si on peut éventuellement, dans certains pays, avoir considéré que ce n'était pas la première priorité, mais ce n'est pas la stratégie qui a été choisie chez nous. Alors, on nous demande si on pourrait commander au hub hospitalier, qui est donc le fournisseur des vaccins à la maison de repos, un peu plus de vaccins pour les indécis qui se décideraient le jour de la vaccination, ou est-on limité au chiffre des personnes qui ont marqué leur accord? Alors, je pense qu'il faut se limiter aux personnes qui ont marqué leur accord pour une raison assez simple. Vous savez qu'une fois reconstitué, la durée de validité du vaccin est très courte. Ce vaccin est précieux, beaucoup de personnes le souhaitent et vous avez compris que nous sommes tenus d'étaler la campagne de vaccination parce que les vaccins nous arrivent de manière progressive. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est en gaspiller, c'est-à-dire d'avoir des vaccins qui, en fin de journée de vaccination, ne seraient pas utilisés. Ce ne serait pas responsable par rapport à toutes les personnes qui en ont besoin et qui souhaitent être vaccinées. Donc, je crois qu'il faut être discipliné. Chacun se positionne en toute liberté sur le fait d'être vacciné ou non. Ce que l'on peut dire aux indécis, c'est que nous repasserons une seconde fois dans les maisons de repos à l'occasion de la deuxième dose, puisque vous savez qu'il faut revacciner après 21 jours les personnes qui recevront une première dose dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. À cette occasion-là, on pourra réinclure des personnes qui souhaiteraient lever leur indécision et se faire vacciner, pour autant qu'on ait bien entendu les vaccins disponibles, et on repassera alors une troisième fois à leur bénéfice pour leur faire la deuxième dose. Mais donc il faut essayer au maximum d'utiliser de manière entière les vaccins qui vous seront livrés par votre hub, comme on dit dans notre jargon, de façon à ne pas gaspiller. Il y aura probablement des doses qui resteront, puisque vous savez que le vaccin est livré en flacons de 5 doses. Donc, si je ne sais pas moi, s'il y a 86 personnes qui demandent d'être vaccinées, ben on devra bien livrer 90 doses et il y aura 4 doses qui pourront alors être attribuées soit à des indécis, soit à du personnel supplémentaire qui n'aurait pas pu être vacciné immédiatement étant donné le nombre de doses disponibles. La question suivante. Ah oui, très, très important. Qu'est-ce qui se passe quand un résident ou un membre du personnel d'ailleurs est positif et donc est infecté par le virus avec des symptômes? Et là, je peux peut-être laisser Jean-Michel répondre au plan des recommandations scientifiques et puis je réexpliquerai comment nous proposons de gérer cela au niveau de chaque maison de repos pendant les semaines qui viennent. Jean-Michel. Oui, donc, comme je l'ai mentionné, on peut vacciner les personnes qui ont fait la maladie par le passé ou qui ont ce qu'on appelle une sérologie positive. Donc, c'est-à-dire qui ont les anticorps qu'on détecte 14 jours après le début des symptômes. Par contre, il n'est pas de recommandé de vacciner une personne qui vient d'avoir une PCR qui est positive. C'est pour ça que je vous ai montré la courbe de la PCR qui commence avant d'ailleurs la partie des anticorps. Et là, vous savez que la personne doit être mise aussi en quarantaine. Et donc, on recommande de ne pas vacciner une personne qui était positive toute la période pendant laquelle elle est en quarantaine. Donc, ce n'est pas une personne qui, si elle devait être vaccinée éventuellement, imaginons le 6 janvier, et qu'elle est détectée ici et qu'elle doit toujours être en quarantaine, doit être vaccinée. Par contre, après cette période de quarantaine, elle peut être considérée dans les personnes qui peuvent être vaccinées au même titre que des personnes qui ont eu une sérologie positive ou qui ont fait la COVID par le passé. Et deuxièmement, indépendamment du Covid, c'est une des seules recommandations qu'on fait, c'est de ne pas vacciner des personnes qui ont des symptômes aigus même d'une maladie, notamment de la fièvre, par exemple, de plus de 38 ou 38,5 degrés. Par contre, des symptômes plus légers d'autres maladies, on sait qu'ils sont bien évidemment très fréquents quand on a des comorbidités, ne contre-indiquent pas la vaccination. Très bien. Donc, dans ce contexte-là,
lorsqu'il y a des personnes qui sont positives, qui sont malades au Covid-19, on ne les vaccine pas à ce moment-là. Et comme je l'ai expliqué qu'on allait repasser une deuxième fois, on les vaccinera au moment du repassage de l'équipe 21 jours plus tard. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a prévu ce système à 2 passages, parce que nous savons bien qu'il y aura un certain nombre de gens qui souhaitent être vaccinés, mais qui pour une raison ou une autre, ils pourraient avoir une simple grippe ou une infection autre qui contre-indique la vaccination au moment où l'équipe passe, et quand elle repasse 21 jours plus tard, alors ils peuvent bénéficier de la vaccination. Si une trop grande partie d'une maison de repos est infectée, à ce moment-là, on a comme recommandation de plutôt repasser dans un temps secondaire pour pouvoir protéger le plus grand nombre de gens possible. Quel délai entre vaccination et démarrage d'une grossesse? Alors là, je peux peut-être de nouveau céder la parole à Jean-Michel, puisqu'on a des recommandations qui ont été faites en Belgique à partir des données sur la vaccination, sur vaccination et grossesse, qui est toujours, pour toutes les vaccinations, un domaine un petit peu plus délicat, puisqu'il n'est pas facile d'accumuler des données pour savoir quelle est la sécurité d'un vaccin donné pendant la grossesse. Jean-Michel. Donc, une particularité que vous avez certainement lue dans la presse et que je n'ai pas mentionné, c'est que les vaccins ARN, on n'a pas d'expérience dans la vraie vie des vaccins ARN. Et donc, c'est une expérience clinique qui est importante maintenant. Ça veut dire chez des individus, je vous l'ai dit, étudiés sur plus de 30-40 000 personnes. Par contre, dans ces études, est exclu les femmes enceintes. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a peu d'expérience avec les vaccins ARN chez les femmes enceintes. Les données réalisées chez l'animal ont été fournies très récemment, il y a à peu près une dizaine de jours, au moment de l'autorisation de mise sur le marché. Elles ne révèlent pas, dans les données animales, de risque potentiel auprès de la grossesse. C'est la raison pour laquelle l'Agence européenne du médicament n'a pas fait de recommandation de vacciner les personnes enceintes, ni les femmes en âge de procréer. Par contre, elle n'a pas contre-indiqué non plus la vaccination chez les femmes enceintes. Et donc, ça veut dire si une personne qui est enceinte devait être vaccinée et ne savait pas qu'elle était enceinte, il n'y a absolument aucune recommandation d'arrêter la grossesse en raison d'un risque. Par contre, à partir du moment où on commence à accumuler toute une série de données, il a été recommandé avec le Conseil supérieur de la santé, comme ça a été proposé en Angleterre, de ne pas recommander dans les groupes prioritaires, quels qu'ils soient, les femmes qui sont enceintes. Et enfin, chez les femmes en âge de procréer, il est recommandé de vérifier de préférence qu'elles ne soient pas enceintes. Et si elles veulent tomber enceintes, pour répondre clairement à la question, un délai de 2 mois a été proposé entre la vaccination, donc la deuxième dose, qu'on soit précis, 21 jours de séparation des 2 doses, entre la deuxième dose et une grossesse éventuelle. Mais là, de nouveau, c'est un système de précaution majeure. Ce n'est pas qu'il y a un risque, que les choses soient claires, qui a été démontré, c'est un système de précaution majeure. Oui, alors ça, je peux peut-être reprendre pendant 30 secondes ma casquette de gynécologue obstétricien, puisque c'est évidemment un problème qu'on connaît bien avec la vaccination. On a toujours un peu de difficulté à réunir les informations nécessaires, à s'assurer de la sécurité d'une vaccination pendant la grossesse. Ces données s'accumulent en général de manière progressive au cours du temps. La plupart des vaccins sont compatibles avec la grossesse et un certain nombre d'entre eux qui sont d'ailleurs fortement recommandés. C'est le cas par exemple du vaccin de la grippe. Mais quand on est face à un nouveau vaccin comme celui-ci, la proposition qui est faite est effectivement d'attendre d'avoir un peu plus de recul pour le recommander ou au contraire pour décider qu'il n'est pas adapté à cette situation. Le délai de 2 mois entre la vaccination et la mise en route d'une grossesse est une période de sécurité elle aussi classique qui est une façon d'appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution, mais qui est plutôt de dire
on se met à l'abri de quelque chose qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui, puisque on sait déjà qu'il y a un certain nombre de femmes qui étaient enceintes au moment de leur vaccination de manière imprévue et pour lesquelles jusqu'aujourd'hui on n'a aucune donnée inquiétante. On a ces données animales, mais on sait que les données animales sont extrêmement importantes, mais pas suffisantes pour donner l'ensemble des réponses. Et donc pour toutes ces raisons, c'est la position qui a été prise et qui sera adoptée au cours de cette campagne de vaccination jusqu'à obtention de données plus précises, puisque d'un autre côté, il y a un rapport du CDC américain qui met en avant un risque accru pour les femmes enceintes de faire un Covid sévère et qui conduit les Américains à être un petit peu plus interventionnistes que nous par rapport à cette question. Mais donc, pour le moment, la recommandation, et c'est ça qui sera appliqué dans la campagne qui nous intéresse, est de postposer la vaccination chez les femmes enceintes, de postposer de 2 mois l'arrêt de la contraception chez une femme qui souhaite être enceinte et qui décide de se faire vacciner. L'efficacité du vaccin si le virus mute. Alors, le virus mute, vous avez entendu tous parler maintenant de la souche anglaise. Il y en a une seconde particulière en Afrique du Sud et on sait déjà que ces 2 souches sont présentes dans d'autres pays européens que l'Angleterre. On n'a pas jusque maintenant d'argument pour considérer que la mutation inhiberait l'effet positif du vaccin. C'est une question qui est examinée avec évidemment beaucoup d'attention. Il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, on doive, comme pour le vaccin de la grippe, modifier la composition du vaccin pour s'adapter à des mutations du virus. Néanmoins, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'argument pour devoir le faire et il est évident que le risque de mutation est dépendant du nombre de virus qui circulent. Et donc, la vaccination, paradoxalement, dans la mesure où elle sera très étendue, aura un effet d'empêcher ou de diminuer les risques de voir une mutation émerger, puisque moins le virus circulera, moins les gens seront malades, moins la possibilité pour le virus de muter sera importante. Combien de temps le vaccin est-il efficace, Jean-Michel? Donc, dans les études cliniques, les données d'efficacité ont été fournies en moyenne ou de façon médiane pour au minimum 2 mois. De vaccin, les données montrent qu'il est surtout efficace à 95% 7 jours après la 2e dose. Donc, ça veut dire que si vous vous faites vacciner autant T0, 21 jours après, soit 3 semaines, vous faites la 2e dose. Et 1 semaine après, c'est là qu'on démontre les 95% d'efficacité. Et donc, la durée d'efficacité dans le temps est connue pour les données qu'on a des études cliniques. Je vous ai dit, elles ont commencé au mois de juillet et on sait que dans les études intermédiaires, sur 2 mois de suivi, 3 mois de suivi, on conserve cette efficacité. Et donc, c'est pour ça qu'on a des études, d'une part, une autorisation conditionnelle. C'est parce qu'on va continuer à suivre ces personnes dans le temps. Et donc, on s'attend à avoir une efficacité d'au moins 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Et par ailleurs, dans la vraie vie, dès qu'on va vacciner des personnes dans des pays, il est recommandé au pays, c'est le cas de Cienzano en Belgique, de suivre l'efficacité de la vaccination dans un pays. Pourquoi? Parce que, ça a été mentionné par le professeur Angler, on peut avoir des mutations et des spécificités propres d'un pays à l'autre, en tout cas de région à l'autre. Et donc, il est important de mesurer aussi l'efficacité maintenue dans la vraie vie, dans les pays où on vaccine. Et donc, on aura un suivi, donc on l'espère, minimum 6 mois, 12 mois, voire 2 ans. Et je pense que le professeur Angler fait souvent un exemple avec l'hépatite B, si tu veux en toucher un mot. Oui, donc on a dans le passé eu comme ça des événements intéressants. Le vaccin de l'hépatite B avait été programmé et prévu pour une durée de protection de 3 ans. On a aujourd'hui 10 ans de protection et on discute d'une protection qui serait à vie, donc qui ne nécessiterait plus
de revacciner chez personne, on voit que ce sont des données qui seront évolutives dans le temps. Ce que l'on a aujourd'hui, avec la vitesse de diminution des anticorps dans le sang des personnes qui sont vaccinées, une prédiction en général qui est faite entre 1 et 3 ans comme étant la durée de protection que l'on suppose du vaccin qui est maintenant disponible, mais avec le temps, on aura évidemment de plus en plus d'informations et des informations de plus en plus précises. Alors, on me demande si les seringues, les aiguilles, les ampoules de sel de NaCl sont fournies avec le vaccin. Oui, l'ensemble du matériel arrive à la maison de repos en même temps par le même livreur pour être disponible le jour de la vaccination. Y a-t-il un intérêt à donner un antihistaminique 1 heure avant l'injection du vaccin? Non. Il faut interroger les personnes sur leurs allergies éventuelles, mais la très grande majorité des allergies ne sont pas une contre-indication au vaccin. Peut-être que Jean-Michel veut dire un mot là-dessus. Oui, donc en fait, dans les études cliniques, si vous voulez, sur 20 000 individus vaccinés, près de 5 000, soit un quart, un peu plus, avaient des histoires d'allergie. Alors des histoires d'allergie, notamment allergie à la nourriture, des intolérants au lactose, des allergies au pollen et autres. Et donc, ces personnes sont bien évidemment invitées à se faire vacciner. Il n'y a pas forcément de risque de développer chez elles une réaction allergique au vaccin. Ça n'a pas été montré dans les études cliniques. Et c'est la raison pour laquelle on ne recommande absolument aucun traitement préventif, que ce soit un antihistaminique ou éventuellement un antipyrétique comme du paracétamol avant de se faire vacciner. Par contre, si quelqu'un développe une petite réaction allergique ou qui développe la fièvre, là, on peut traiter par après, donc pas en préventif, mais par après, ces symptômes, donc de fièvre ou de maux de tête avec du paracétamol ou éventuellement un antihistaminique. Donc, il n'y a pas de nécessité de prévenir auprès des personnes avec l'utilisation d'antihistaminiques ou de paracétamol pour prévenir des symptômes éventuels. Alors, la présence des anticorps, on a répondu. La vaccination pour les personnes en centre de soins de jour, c'est la même question que pour les résidents-services. On est occupé à voir comment on va s'organiser pour y répondre. Pour quelles raisons le vaccin Moderna est conservé à -20 et Pfizer à -70 alors qu'ils sont tous les deux sur la même base biologique, à savoir de l'ARN messager entouré d'un liposome? Les laboratoires ont été mis en compétition. Est-ce que ça a une partie de l'explication, puisque la chaîne du froid a un impact logistique non négligeable, et ça je peux le confirmer, puisque dans l'organisation on a dû évidemment en tenir compte. Jean-Michel? Donc en fait, c'est vrai que ce sont les mêmes plateformes, donc des ARN messagers. Par contre, entouré d'un liposome, ce n'est pas exact. Ça veut dire que c'est un liposome qui, donc ça veut dire différents lipides, et 4 lipides en particulier qui stabilisent l'ARN messager. Et ces 4 lipides, il y en a 2 qui sont différents entre le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer, et ce qui a un impact sur justement la conservation. Donc la façon dont il est produit, dont il est maintenu dans ces lipides peut avoir un impact sur la conservation, ce qui a fait que dans les études Pfizer, ils ont montré qu'il était préférable de le garder à -70 degrés pendant, de mémoire, si je me rappelle bien, 6 mois. On pouvait le garder à -70 degrés 6 mois. Les -20 degrés en ce qui concerne Moderna, on est en train aussi de discuter des températures où il peut être conservé dans le temps à -20 degrés, mais il y a une différence qui vient de la protection et de la formulation. Et par ailleurs, le vaccin Pfizer doit être reconditionné avec du sérum physiologique. Ce n'est pas le cas du vaccin Moderna. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a la technique de production, de stabilisation et de conservation peut être légèrement différente, même si la plateforme, quelque part, est la même. Les résidents sous antibiotiques peuvent-ils se faire vacciner? La réponse est oui. La question est de savoir quelle est la raison pour laquelle ces antibiotiques sont donnés, et s'il y a une maladie, une infection en cours et un état de température relativement important, on recommande alors de décaler la vaccination de 15 jours à 3 semaines.
mais ce n'est pas le fait de consommer un antibiotique qui est en cause, mais bien la raison pour laquelle on a donné cet antibiotique qui pourrait justifier de la part du médecin traitant de préférer retarder la vaccination ou au contraire de la faire, mais l'antibiotique en lui-même n'est pas un élément de contre-indication. Y aura-t-il suffisamment de doses pour vacciner notre personnel? Il y a des bruits médiatiques disant qu'il n'y aura que 150 000 vaccins disponibles au lieu des 300 000 prévus. Alors, je vais essayer de répondre, ce n'est pas tout à fait simple, mais la réponse est que dans notre premier tour de vaccination, chaque maison de repos va nous dire quel est le nombre total de personnes, ne nous donnera pas les noms, mais nous indiquera le nombre total de personnes qui souhaitent être vaccinées chez les résidents et chez le personnel. Soit les doses disponibles à la date qui est celle de la vaccination est suffisante et tout le monde sera vacciné. Si on a suffisamment de doses pour la première injection, il y aura suffisamment de doses pour la deuxième. Donc, on s'est organisé pour avoir évidemment en miroir une organisation similaire de la deuxième injection pour pouvoir donner la deuxième dose. Si trop de personnes souhaitent se faire vacciner tout de suite au début de notre campagne pendant les 3 semaines de janvier où toutes les maisons de repos seront visitées par nos vaccinateurs, nous donnerons priorité aux résidents. Et si tout le personnel ne peut pas être vacciné, on fera une prioritisation sur la base de l'âge, toujours avec la même logique. Plus on est âgé, c'est vrai, on est plus à risque à 50 ans qu'à 35, et donc parmi le personnel, si on ne peut pas vacciner tout de suite tout le monde, ce sera sur la base de l'âge qu'on fera passer le personnel prioritaire. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que dans notre planning qui s'étale jusqu'à fin février, donc 3 premières semaines de janvier, la première dose, 3 semaines après pour la seconde dose, deuxième possibilité de commencer la vaccination en même temps, 3 semaines après la deuxième dose pour ceux qui commenceraient leur vaccination plus tard, fait que pour fin février, début mars, nous aurons eu la possibilité de vacciner toutes les personnes des maisons de repos qui le souhaitent, résidents et personnels. Le nombre de doses qui sont prévues rien qu'avec le vaccin Pfizer le permet. Dans l'entretemps, vous savez que nous aurons très probablement, comme Jean-Michel l'a rappelé, accès au second vaccin qui est Moderna, qui est très semblable en termes de fonctionnement, et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées en maison de repos, résidents et personnels, pourront l'être dans les 2 mois qui viennent. Comment allons-nous faire avec les nouvelles admissions? Nous aurons de nouveaux vaccins. Alors c'est une question tout à fait intéressante et pertinente. Elle nous renvoie au fond à comment on va fonctionner au-delà de cette campagne tout à fait particulière de vaccination 2021, puisque vous savez que nous avons l'ambition d'offrir la vaccination à potentiellement les 8 millions d'adultes que la Belgique comporte. C'est donc une opération d'une ambition et d'une ampleur tout à fait exceptionnelle. Au-delà de ça, le vaccin va s'installer dans notre panoplie médicale comme d'autres vaccins. Ils seront à ce moment-là très probablement délivrés dans des doses individuelles et donc chacun pourra être vacciné contre la Covid-19 si c'est nécessaire, et probablement que ça va le rester pendant de longues années, exactement comme le vaccin contre la grippe est distribué chaque année pour l'ensemble des personnes des populations cibles. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en 2 temps. Nous sommes ici dans une situation exceptionnelle
Et donc, nous allons expérimenter une campagne de vaccination d'une ampleur que nous n'avons jamais connue en Belgique et dans le monde. Mais au-delà de ça, cet outil, cette arme thérapeutique va rentrer dans le fonctionnement habituel et normal, et on vaccinera probablement en dose individuelle par l'intermédiaire de son médecin traitant, du médecin coordinateur de la maison de repos, exactement comme on le fait avec le vaccin de la grippe tous les ans. Ce qui est particulier ici, c'est évidemment la volonté de vacciner beaucoup de gens pour couper les bras à l'infection et à la pandémie, mais aussi parce que pour avoir ce grand nombre de doses, la vaccination, les produits sont conditionnés dans des doses multiples, qui fait qu'on doit organiser une vaccination collective, mais il faut voir ça comme un élément particulier qui ne se répétera pas normalement dans le temps. Résidence-service, comment l'organiser, on y a répondu. Notre SCJ, centre de jour, est actuellement fermé. La maison de repos bénéficie de la campagne en janvier. Quid du centre quand il rouvrira, on y a répondu. Une idée de la durée de la protection, on a répondu. Peut-on vacciner les résidents de retour d'hospitalisation? Absolument. Alors, combien de pourcents de la population doit être vaccinée pour éradiquer la maladie? Est-ce que Jean-Michel, tu veux essayer d'aborder cette question un petit peu difficile? Oui, c'est une question difficile parce qu'il y a le terme éradiquer et puis le terme d'avoir une protection de masse. C'est deux choses différentes. L'éradication de la maladie, en fait, à part la variole principalement, on n'a pas aujourd'hui arrêté de vaccination parce que la plupart des maladies, même si elles sont très peu fréquentes, on peut prendre l'exemple de la polio, hein, on n'avait plus de polio en Belgique, on continue à vacciner parce qu'il y a encore quelques cas sporadiques, mais parfois importants dans différentes régions. Et donc l'éradication complète de la maladie, même pour des maladies très anciennes pour lesquelles on a des vaccins très efficaces, on voit qu'on doit continuer à vacciner. Et donc, je pense que c'est pour ça que je vous ai dit, c'est théorique de parler d'éradication de maladies à l'exception de la variole. Je pense qu'il faut une couverture la plus importante possible dans nos pays et dans tous les pays. Et je rappelle que l'OMS a mentionné, je pense à très juste titre, que nobody is safe until everybody is safe. Donc personne n'est en sécurité jusqu'à ce que tout le monde ne soit pas en sécurité. Pourquoi? Parce que vu la pression aussi qu'on va mettre sur le virus avec des vaccins, il se peut que des régions non vaccinées ou moins vaccinées développent des formes mutantes qui elles-mêmes pourraient être éventuellement résistantes au vaccin dans différentes régions et puis de nouveau recontaminer les autres régions. Donc l'éradication, je pense, ce n'est pas ça qu'il faut viser. Ce qu'il faut viser, c'est réduire le risque, diminuer le risque d'être malade si on est atteint par le virus. Et c'est ce que démontre en fait dans les études cliniques l'efficacité du vaccin à 95%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un certain pourcentage de la population, et là ça reste des calculs théoriques, on peut avoir ce qu'on appelle une efficacité indirecte. Ça veut dire que soit des personnes refusent d'être vaccinées, soit au contraire, elles ne peuvent pas être vaccinées pour différentes raisons. On a parlé tout à l'heure de certaines personnes qui éventuellement avaient fait des allergies graves et qui ne voulaient pas être vaccinées, ou des personnes immunodéprimées. Celles-là peuvent avoir une protection indirecte qui est conférée par un pourcentage de population suffisante qui est vaccinée, c'est ce qu'on appelle l'immunité de masse. Et là, on estime à peu près 70%. Et c'est estimé sur base du risque épidémique du virus lui-même. Donc, s'il devient plus contagieux, il faudra vacciner plus de personnes. S'il est moins contagieux, il faudra vacciner moins de personnes. Donc, avec les données qu'on a aujourd'hui, on estime à 70%. Mais, et là, je veux quand même bien faire une remarque importante, ça ne veut pas dire que le vaccin n'est efficace qu'après 70% de la population qui soit vaccinée. Chaque personne qui est vaccinée, on gagne sur le virus. À titre individuel, c'est comme si vous prenez votre voiture, si vous mettez votre ceinture de sécurité, vous aurez moins de risques, vous-même, si vous avez un accident, d'être éventuellement atteint de façon plus gravement. Et plus on va mettre
des systèmes pour réduire la vitesse sur les routes, pour réduire le risque d'accident, plus on a de chances que même des personnes qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité, si elles ont un accident, soient moins atteintes. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec le vaccin. Il marche à chaque personne avec une efficacité de 95%, et si on arrive à 60-70% de la population, on peut s'attendre à ce que moins de virus soient cible des personnes qui ne sont pas vaccinées non plus et qui soient malades alors qu'elles ne sont pas vaccinées. Et donc, c'est un objectif à moyen terme, mais l'objectif primaire, c'est vraiment de se vacciner chacun à titre individuel. Alors, je pourrais peut-être ajouter, je reprends ma casquette de médecin hospitalier. Le deuxième impact qui va être très vite mesurable lorsque l'on va vacciner des personnes individuelles et qui lui aussi ne nécessite pas la vaccination de 70% de la population, c'est de diminuer la pression sur le système hospitalier et l'encombrement des hôpitaux par les malades. Vous savez que c'est une des grandes difficultés auxquelles nous avons été confrontés, nous sommes confrontés aujourd'hui, qui a un impact sur tout le monde, parce que c'est l'ensemble de l'accès à l'hôpital pour ceux qui ont n'importe quel problème de santé qui le nécessite, qui est beaucoup plus difficile du fait du grand nombre de patients qui doivent être hospitalisés à cause de l'épidémie de la Covid-19. Et donc, comme on vaccine en priorité les personnes les plus susceptibles de se retrouver à l'hôpital avec une maladie grave, on escompte dans les mois qui viennent, assez vite, déjà vers février, mars, avril, un relâchement très important de la pression sur les hôpitaux permettant de revenir à un mode de fonctionnement normal et de pouvoir accueillir normalement tous les patients qui le nécessitent, qu'ils aient un diabète, un cancer, une prothèse de hanche ou un Covid-19. Donc tous ces éléments-là sont évidemment importants. Alors deux questions qui touchent aux médecins traitants et aux médecins généralistes. La personne qui décide de se faire vacciner, c'est chacun d'entre nous. Et les résidents, comme le personnel, sont des citoyens autonomes qui prennent leurs décisions exactement comme vous le faites chaque année pour le vaccin de la grippe. Si une personne n'est pas compétente, comme on dit juridiquement, ne peut pas prendre la décision elle-même, il y a un mécanisme qui est prévu par la loi et que les maisons de repos connaissent bien parce que c'est à ce mécanisme qu'elles font appel pour toutes les décisions qui doivent être prises pour le résident, c'est de prendre l'avis de la personne qui est en droit du fait de la loi de 2002 sur le droit des patients de consentir. Chacun d'entre nous peut prendre tous les avis qu'il souhaite et bien entendu, dans ce contexte-là, le médecin traitant joue un rôle tout à fait particulier. Il est le premier conseiller de santé de chacun d'entre nous et donc tous les résidents, tous les membres du personnel ou tous les citoyens qui souhaitent avoir leur avis de leur médecin traitant est évidemment un avis qui est le bienvenu. De la même façon, si le médecin traitant a une raison particulière de vouloir intervenir, comme nous les informons, et on a fait déjà plusieurs séances d'information et de discussion avec la première ligne de soins, avec les médecins généralistes, il intervient évidemment de plein droit par rapport à la gestion du dossier médical de ces patients. Mais le principe est que chacun d'entre nous est autonome dans sa décision et qu'il prend les avis qu'il souhaite. Beaucoup, on le sait, d'entre nous discutent aussi avec sa famille et c'est bien normal. Alors, est-ce que tous les volontaires, personnels et résidents seront vaccinés au jour qui a été planifié? Je pense que j'ai répondu. Si la demande dépasse le nombre de vaccins disponibles, ils seront étalés sur les deux rounds de vaccination, mais pour fin février, tout le monde qui le désire aura eu la possibilité de se faire vacciner dans les maisons de repos et de soins. Les personnes qui sont isolées mais qui ne sont pas malades, peuvent-ils être vaccinés? Oui. Ce n'est que lorsqu'on a des symptômes que l'on ne peut pas
que l'on doit reporter la vaccination. Si une personne est malade ou absente après 21 jours, quel est le délai maximum pour la deuxième dose? Jean-Michel, peut-être une réponse. Donc, il n'y a pas de délai maximum. Il n'y a pas de délai maximum. Donc, il y a pas en fait, le 21 jours, on sait qu'on peut même être vacciné après 18 jours. Donc, c'est généralement, on dit 21 plus ou moins 3. Mais surtout au niveau des jours avant, hein, donc du 17-18e jour. Par contre, il n'y a pas de délai maximal. Et c'est à tel point vrai que si une personne devait, pour différentes raisons, ne pas recevoir la deuxième dose parce qu'elle devient malade ou qu'elle a un problème, on recommande de faire la deuxième dose le plus tôt possible, mais sans délai maximum. Donc aujourd'hui, on n'a pas une information de dire après 3 mois, ben, la deuxième dose ne sert plus à rien. Donc, refaire la deuxième dose dès que possible. Maintenant, je changerai peut-être mon fusil d'épaule ou mon intervention d'ici 2-3 mois, puisque je vous dis, on cumule aussi toute une série d'informations. Et là, on pourra très bien dire que ceux qui ont été vaccinés après une dose, on va peut-être avoir aussi des biomarqueurs, des mesures sanguines qui permettent de dire qu'avec une seule dose, c'était suffisant. Mais on n'a pas encore ces informations à ce stade-ci. Donc, 2 doses, 21 jours. Si par 21 jours, on peut le faire après. Et à l'inverse, il y a certaines personnes chez qui on ne fait pas une deuxième dose, et ça j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, et je pense notamment à une femme qui devrait tomber enceinte après sa première dose, avant sa seconde dose. Là, il est recommandé de continuer sa grossesse classiquement, mais de ne pas faire la seconde dose au moment où elle était prévue. Alors, est-ce que le médecin coordinateur peut-il bénéficier de la vaccination en même temps que le personnel de la maison de repos? Oui, il est d'ailleurs un membre du personnel de la maison de repos, puisque le concept que nous avons mis en avant est un concept très large. Le personnel de la maison de repos, c'est toutes les personnes qui participent à la vie de la maison de repos, donc aussi bien le personnel de la cuisine, le personnel de l'administration, les personnes qui nettoient, font partie de la vie de la maison de repos et ont accès à la vaccination si elles le souhaitent. Le médecin coordinateur fait partie, le médecin vaccinateur fait par définition partie de cet environnement et il peut être vacciné en respectant évidemment toujours la priorité aux résidents qui désirent être vaccinés. Alors, est-ce qu'on devra encore faire les tests salivaires? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, la position que nous avons pour le moment est de demander que toutes les mesures de précaution et de prévention soient maintenues avec les personnes vaccinées, entre autres parce que nous n'avons pas aujourd'hui des données suffisamment solides sur la prévention de la contagion pour les personnes vaccinées. Si on est sûr que leur protection est très élevée, Jean-Michel l'a rappelé plusieurs fois dans ses interventions, nous attendons toujours avec beaucoup d'ailleurs d'intérêt et d'impatience les données sur la prévention de la contagion par les personnes vaccinées qui auraient rencontré le virus sans conséquence pour eux, de savoir s'ils peuvent contaminer d'autres. Donc, dans un premier temps, maintien des gestes barrières, maintien du port du masque, maintien de la désinfection des mains et maintien des mesures de dépistage. Et on reviendra assez vite, je pense, en fonction des nouvelles données qui vont s'accumuler, qui commencent à s'accumuler, pour adapter et alléger le plus vite que l'on peut les mesures pour retrouver une vie aussi normale que possible. Personnel qui allait peut-elle recevoir la vaccination? La recommandation est non. Le risque est probablement assez théorique parce qu'un vaccin ARN sera détruit par la digestion s'il devait passer dans le lait maternel, mais le personnel qui allait étant en plus la plupart du temps écarté pendant la période d'allaitement et les jeunes femmes, une fois l'accouchement ayant eu lieu n'étant pas des personnes à risque particulière, la recommandation qui a été faite là aussi est de postposer la vaccination, un peu comme dans la grossesse. C'est probablement une précaution maximale, mais on n'a pas le sentiment qu'on prive une personne très exposée à ce moment-là du bénéfice de la vaccination.
Une seule injection serait-elle suffisante si on a déjà des anticorps? Probablement que les raisons de faire la deuxième dose ne sont pas différentes. On vous a dit que la durée de protection de la maladie naturelle est probablement assez courte, instable, et que la procédure de vaccination normale est probablement la meilleure stratégie pour les personnes qui ont des anticorps, qui ont été déjà en contact avec le virus. Jean-Michel, les contre-indications au vaccin? Oui, je peux peut-être juste compléter par rapport à ce que tu viens de mentionner. On a eu une réunion hier avec le RAC, donc qui s'occupe justement de recommandations, notamment de testing. Et une des recommandations qui a été faite, c'est si même vous faites une sérologie après un vaccin, de ne pas interpréter, de surinterpréter des résultats pour différentes raisons. Une des premières, c'est que ce qu'on mesure dans les tests classiques, c'est les IG, IgG, mais ce n'est pas ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. Et c'est ces anticorps neutralisants qui sont surtout importants pour montrer l'efficacité du vaccin ou de la maladie, la réponse immunitaire. Et même là, on sait qu'après une première dose, on a des anticorps neutralisants qui sont un peu moins importants qu'après la seconde dose, alors que les IgG sont néanmoins positifs. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas surestimer un résultat sérologique après une première dose et l'utiliser en se disant c'est bon, j'ai des anticorps, puisque ce n'est pas forcément une marque de l'efficacité clinique du vaccin. Donc là, il faut bien faire attention de ne pas réaliser ça. On reste actuellement sur les 2 doses. Par contre, je peux vous informer, c'est que avec notamment le KCE, on a eu également une réunion ce matin. On va étudier les possibilités, quels sont les effets à plus long terme également d'une seule dose et voir les modalités de ces études pour se poser la question de ceux qui ne servent pas avoir une seconde dose ou bien si on devait étaler quelque part la première ou la deuxième dose. Donc ça, c'est en cours, mais à ce stade-ci, les recommandations restent de ne pas faire de test quelconque après la première dose et de faire la seconde dose. Contre-indication au vaccin, c'est facile, il n'y en a qu'une, réelle, c'est la contre-indication à un des constituants du vaccin. Et alors, un des constituants du vaccin, c'est ce qui fait aussi une des caractéristiques. Oui. Tu veux dire la réaction allergique à un des constituants. Tu as dit la contre-indication à un des constituants. C'est la réaction allergique à un des constituants du vaccin. Mais, comme je l'ai mentionné, c'est excessivement rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, les constituants de ce premier et de second vaccin sont assez, entre guillemets, clean. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'adjuvant. Et on sait que c'est souvent par rapport à un conservateur ou un adjuvant qu'on peut avoir des réactions allergiques. Il y a des sels de tampon pour tamponner le pH, il y a du sucre, et il y a ces fameux 4 phospholipides, dont 2 sont assez nouveaux, et donc par définition, ils n'ont jamais réellement été utilisés. Et donc là, il y a peu de réactions qui sont entendues, en tout cas historiques. Et je vous l'ai dit, dans les études cliniques, on n'a pas eu de réaction allergique au niveau du vaccin. Et là, par contre, dans la vraie vie, on sait que chaque vaccin peut entraîner, dans un cas sur 1 million, chaque dose de vaccin administré peut entraîner une réaction anaphylactique, tant chez des personnes qui ont déjà fait des allergies par le passé que de personnes qui n'ont pas fait d'allergie par le passé. Donc c'est vraiment aléatoire et c'est quand même beaucoup moins fréquent que de types de réactions allergiques avec, par exemple, de l'aspirine, avec d'une pénicilline, chez qui, bien évidemment, on teste souvent ce type d'antibiotiques avant de se rendre compte qu'on a effectivement des allergies ou des chocs anaphylactiques. Et donc, on ne peut pas exclure des risques très rares, et il y en a qui ont été décrits, mais qui restent néanmoins très rares. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de contre-indication, même chez les personnes qui ont fait des allergies par le passé. L'autre non-recommandation, on l'a mentionné, c'est les personnes qui ont développé par le passé ou qui ont développé, pardon, qui développent une maladie concomitante avec un état fébrile sévère, donc une température généralement au-delà de 38,5 degrés ou une infection aiguë. C'est une recommandation de ne pas vacciner ces personnes, mais là on en a déjà parlé, et la non-recommandation chez les femmes enceintes et allaitantes, qui ne sont pas des contre-indications, mais qui ne sont des non-recommandations. Et les moins de 16 ans. Pour être complet, oui, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas dans les études cliniques d'intégration à ce stade-ci d'enfants, donc la vaccination n'est pas recommandée en dessous de 16 ans.
Et vous savez que les jeunes sont aujourd'hui peu à risque de faire une maladie sévère. Et donc, on attend les études chez les enfants qui sont en cours, en tout cas pour les enfants entre 12 et 18 ans. On sait qu'on aura des données, mais de toute façon, ce ne seront pas chez nous des groupes prioritaires. Il n'y a aucune raison de cela pour le moment. Peut-on vacciner les résultats de retour d'hospitalisation? Répondu. Le vaccin Ebola est un vaccin ARN. Je pense quel retour en a-t-on? En fait, ce n'est pas un vaccin ARN. Par contre, j'ai regardé, il y a en fait une dizaine de vaccins en expérimentation humaine qui sont des vaccins ARN depuis plusieurs années pour des maladies particulières. Donc il y a, contrairement à ce qui a été dit, une certaine expérience, y compris chez l'humain, mais beaucoup chez l'animal, de vaccins ARN, mais pas le vaccin Ebola dont on a déjà parlé aujourd'hui. Mais je laisse peut-être Jean-Michel compléter, puisque c'est plus son domaine que le mien. C'est lui qui voit passer les dossiers à l'Agence du médicament. Donc le seul vaccin autorisé, en tout cas dans les vaccins dont on vient de parler pour Ebola, c'est un vaccin à adénovirus en fait, qui est développé aussi par la firme Johnson & Johnson. C'est ce qu'on appelle le Zapdeno ou le MVA-B1. C'est un vaccin de 2 doses avec de l'adénovirus 26. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Janssen a également procédé pour le vaccin ici Covid-19 à l'utilisation de ce type d'adénovirus. Mais donc c'est un vaccin adénovirus, le vaccin Ebola, dont on a un certain historique. Et là, ce qui est intéressant, comme ça aussi on fait le lien avec la femme enceinte, c'est qu'on recommande avec ce vaccin, notamment les femmes enceintes qui sont dans des régions endémiques d'Ebola, d'être vaccinées justement, parce que là, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé qu'avec la Covid-19, il est de l'ordre de 50-60% minimum. Et donc là, on a une expérience, par exemple, avec ce vaccin adénovirus chez la femme enceinte, et l'Angleterre qui a autorisé la commercialisation aujourd'hui, l'autorisation de mise sur le marché temporaire du vaccin adénovirus d'AstraZeneca, eux le recommandent, en tout cas ne l'excluent pas chez la femme enceinte parce que c'est un adénovirus, alors que les vaccins ARN, ils ne les recommandaient pas également. Donc c'est la raison qui fait que c'est intéressant aussi d'avoir un portfolio de vaccins qui vont éventuellement permettre d'identifier des personnes qui seront plus à même d'être traitées ou d'être administrées avec un vaccin que d'autres, mais ça c'est quand on aura plus de vaccins disponibles. Un résident qui réagit depuis 3 ans au vaccin de la grippe avec un purpura aux jambes quelques jours après le vaccin, doit-il se faire vacciner contre la Covid? Ne prend-il pas le risque de réagir de la même manière? Donc ça, je pense qu'on rentre dans des situations personnelles tout à fait particulières qu'il faut, me semble-t-il, voir avec son médecin traitant pour voir quelle est la raison de la réaction et de comparer les constituants pour voir s'il y a la moindre raison de prendre une précaution particulière. Peut-on réchauffer le vaccin à la main avant injection? Donc là, il y a une procédure très précise qui est prévue dans ce qu'on appelle les Standard Operation Procedure, les SOP qui ont été remises aux maisons de repos pour la reconstitution du vaccin, et on ne recommande pas d'intervenir, mais bien de mettre le vaccin à température ambiante. Et donc, je pense qu'il faut simplement suivre la recette de cuisine. C'est la meilleure garantie que, in fine, le plat soit bon. Je ne ferai pas d'expérience de ce point de vue-là, même si on n'a pas d'argument pour dire que ce serait mauvais. Alors, pourquoi la virulence en Afrique du Sud du virus alors que le climat est chaud et ensoleillé? Je ne sais pas, Jean-Michel, si tu veux réagir. Oui, personne n'a écrit nulle part que ce virus était sensible au chaud et au soleil. Donc ça veut dire que, je vous rappelle qu'en juillet et août, pourquoi est-ce que la charge virale était moindre? C'est principalement parce qu'on aérait beaucoup plus et que les personnes étaient extérieures. On s'est rendu compte qu'un des problèmes principaux avec ce virus, c'est notamment dans les zones confinées non aérées. Donc ça n'a rien à voir uniquement avec la chaleur, mais c'est surtout avec le confinement des personnes qui sont grégaires, qui vivent dans des maisons ou des appartements qui ne sont pas forcément aérés. Donc c'est la raison pour laquelle on a ici des deuxièmes et des troisièmes vagues.
Et donc, ce n'est pas un virus, semble-t-il, saisonnier sur base de température, mais c'est un virus saisonnier surtout sur base d'aération potentielle ou pas. Et donc, il ne faut pas confondre donc la virulence et la présence du virus. La mutation du virus en Angleterre et en Afrique du Sud se traduit en tout cas en Angleterre par une augmentation, semble-t-il, de 60-70% de la transmission, mais pas forcément de sa virulence. Donc ça veut dire de son risque d'entraîner des maladies plus importantes, plus sévères ou plus fréquentes. Et donc c'est la raison pour laquelle... Plus contagieux, mais pas plus virulent. Voilà, donc c'est deux choses tout à fait différentes et ça n'a rien à voir avec les conditions forcément météorologiques, malheureusement d'ailleurs, puisqu'on aurait peut-être un peu plus facile, mais ici ce n'est pas le cas. Alors le consentement, doit-on recueillir le consentement avec systématiquement l'avis du médecin traitant ou l'avis de la famille? Alors la réponse est non. La personne qui est capable de consentir est un adulte autonome qui décide de ce qu'il souhaite faire. Il prend évidemment les avis qu'il veut, mais la loi est très claire, c'est un consentement individuel et un consentement oral, comme celui que vous donnez chaque année pour la vaccination de la grippe, en quelque sorte. Et lorsque la personne n'est pas capable, à ce moment-là, il y a dans la loi une cascade de la personne qui peut décider à la place d'une personne qui ne peut pas décider elle-même. Mais sinon, le consentement est un consentement personnel et oral qui est donné au vaccinateur, ce qui n'exclut évidemment absolument pas que toute personne qui souhaite en discuter avec son médecin traitant ne soit encouragée à le faire. Alors, on a répondu à la question de retarder éventuellement la deuxième dose. Cette question est effectivement en débat, mais pour le moment, le programme de vaccination n'est en rien modifié. La dilution doit-elle se faire sur site? Oui, parce qu'à partir du moment où on passe à la température ambiante, il faut reconstituer en un temps limité, et donc si on fait cette reconstitution à distance, on court le risque de perdre du temps dans la validité du médicament. Oui, tout le matériel nécessaire est livré. Y a-t-il un protocole s'il y a une allergie après vaccination? Oui, d'abord les médecins connaissent ça bien parce que ce n'est rien de particulier pour ce vaccin-ci. C'est comme après une réaction allergique à n'importe quel allergène, et nous avons veillé à contrôler, je dirais, à resensibiliser tous les vaccinateurs pour être sûr qu'il y a les médicaments sur place. Mais je vous rappelle que c'est un événement extrêmement rare, puisque on tourne, comme l'a dit Jean-Michel, autour de 1 par million de vaccinations. Et donc, il n'y a pas photo, c'est plus dangereux de prendre sa voiture pour aller à la mer du Nord. Y a-t-il des contre-indications médicamenteuses? A priori, non. On a répondu à la contre-indication qui est l'allergie aux constituants du vaccin. Peut-être juste commenter une chose par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de contre-indication d'interaction, mais il y a une recommandation de ne pas faire 2 vaccins en même temps, notamment le vaccin contre la grippe, où il est demandé de reporter de 14 jours une vaccination si 2 vaccinations devaient avoir lieu sur la même période. Et donc la solution la plus simple, c'est d'abord forcément, maintenant je sais qu'on arrive tardivement, mais d'abord de terminer la vaccination contre la grippe, et puis faire la vaccination Covid pour 2 raisons. La première, c'est que le pic de grippe apparaissant en février et mars, et je vous ai dit l'efficacité du vaccin contre la grippe nécessitant 2 semaines. Si vous faites d'abord le vaccin Covid, et puis vous attendez 21 jours, et puis 2 semaines, ben vous allez arriver mi-février à devoir faire le vaccin contre la grippe qui sera efficace dans le courant du mois de mars, et donc on sera certainement dans le pic de grippe. Donc ça, c'est la seule interaction médicamenteuse qu'il peut y avoir, et donc on recommande 14 jours d'espace. Alors, bien évidemment, ce sera plus important
au moment où il y aura d'autres vaccinations. Il y a la vaccination pneumo, mais il y a aussi la vaccination contre la grippe qui va commencer au mois d'octobre et on vaccinera certainement encore au mois d'octobre. Mais donc ici, ça se pose moins. Et pour les individus qui sont sous anticoagulants ou antiagrégants, que ce soit les Eliquis, le Xarelto, le Pradaxa ou même du Synthron, il n'y a pas de recommandation de reporter ou d'arrêter un traitement ou d'arrêter la vaccination. Donc, c'est ce qu'on appelle les risques lors de troubles de la coagulation, notamment chez les homophiles par ailleurs. Il y a juste que le segment et l'échymose peut survenir de façon plus importante. Et là, c'est juste une compression de 5 minutes au niveau de la zone où on fait l'intramusculaire qui est maintenue et des echymoses qui seront certainement un peu plus importants, mais donc pas de contre-indication. L'impact du vaccin sur l'ADN humain à long terme, question qu'on a beaucoup entendue. Jean-Michel, est-ce que tu veux clarifier ce point? Oui. Donc, dans ma présentation, je sais que je suis passé vite sur l'ARN messager. L'ARN messager est très labile, il se dégrade très vite, il a des temps de demi-vie assez courts et il ne rentre pas dans le noyau. Et dans le noyau, c'est un peu comme vous avez un fruit, vous prenez une pêche, vous avez un noyau, c'est dans le noyau que est présent le matériel génétique, ce qu'on appelle les gènes, mais donc l'ADN. Et donc, le vaccin ARN rentre dans la partie charnue, si vous voulez, du fruit, dans la pêche, mais ne rentre pas dans le noyau. Donc, il ne sait pas y avoir d'interaction physique avec l'ADN, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, éventuellement, d'un vaccin ADN qui pourrait éventuellement, là aussi, se retrouver dans le noyau. Et donc, c'est parfois aussi un abus de langage, même s'il est exact de parler d'organismes génétiquement modifiés. C'est un organisme génétiquement modifié, comme tout virus, comme toute bactérie, puisqu'on introduit du matériel génétique, mais qui ne va pas impacter les gènes ou l'ADN de la personne qui va le recevoir. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourra recevoir l'enregistrement de cette réunion? On est occupé à regarder comment on va faire. Donc, on va, parce que vous savez, je l'ai dit en début de séance, qu'on fait une séance par semaine pendant encore un mois. Donc, on ne va probablement pas mettre en ligne toutes les séances, mais certainement au moins l'une d'entre elles. Pourquoi ne pas obliger le personnel, comme pour la vaccination, l'anti-hépatite B? Alors, je voudrais d'abord rappeler que la vaccination contre l'hépatite B n'est pas une vaccination obligatoire. Elle est fortement recommandée pour le personnel médical. J'en fais partie et j'ai été vacciné toute ma vie contre l'hépatite B, mais j'aurais très bien pu décider de ne pas le faire et de courir le risque de faire une hépatite B, qui est une maladie quand même sévère, avec un risque de mortalité non négligeable, mais ce n'est pas une vaccination obligatoire. Alors, on peut discuter la décision qui a été prise par nos autorités de faire de cette vaccination Covid une vaccination volontaire. Mais la décision est prise. La vaccination est une vaccination volontaire. Chacun a le droit de la demander puisqu'elle est gratuite et a droit à l'obtenir s'il le souhaite, mais de la même façon a le droit de ne pas la souhaiter et de ne pas la faire. Je dirais que c'est ce qui nous donne la chance d'avoir tous cette interaction que nous avons aujourd'hui, et qui fait que dans une vaccination volontaire, peut-être que les efforts que les uns et les autres font pour s'informer et pour informer sont plus importants que dans une vaccination obligatoire où on a l'impression que la messe est dite. Et je pense qu'en termes de citoyenneté, c'est très bien et ça permet à chacun de se positionner en véritable personne autonome qui a été informée. Et donc, de toute façon, la question est aujourd'hui réglée en ce qui concerne la campagne de vaccination qui s'annonce, puisqu'il est très clair que la vaccination est volontaire. Peut-on mélanger 2 flacons de vaccin dilué pour faire une dose supplémentaire? La réponse est non. Nous sommes en discussion au niveau de l'Union européenne sur cette constatation qu'il y a parfois un reste dans le flacon qui pourrait constituer une 6e dose. Pour le moment, on ne recommande pas d'aller au-delà des 5 doses, mais certainement pas de mélanger
2 flacons différents, puisque les manipulations sont absolument non validées aujourd'hui dans ce domaine. Et s'il s'agirait de lots différents, le suivi en termes de sécurité et de traçage devient impossible. On ne pourrait d'ailleurs même pas encoder une vaccination qui est faite avec 2 lots de vaccins. Donc non, je pense qu'il faut être raisonnable, même si on peut comprendre la tentation de racler le flacon jusqu'au bout de son flacon, mais pour le moment, la recommandation est de bien rester dans la procédure telle qu'elle est décrite par la firme. Alors, nous arrivons, il est 16h02, donc nous arrivons au bout de cette séance. Il y a encore des questions, il y en a beaucoup, et je vous dirais que ça nous ravit parce que ça montre que ces interactions sont utiles. On reprendra dans une semaine une nouvelle séance. Je voulais vous remercier toutes et toutes, remercier aussi Jean-Michel qui a une énorme pression au niveau de toutes les responsabilités qu'il a au niveau de l'Europe et au niveau de la Belgique de prendre le temps de dialoguer avec vous. Je vous remercie toutes et tous de vous intéresser à cet élément qui est quand même peut-être la première vraie lueur d'espoir au bout du tunnel qui nous est offerte depuis de longs mois de sortir de cette crise. Et enfin, je ne vais pas vous quitter sans vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. On va faire en tout cas tout ce qu'on peut pour qu'elle soit pour vous et pour toute la Belgique la meilleure possible en retrouvant dès que possible une vie normale et une protection contre cette pandémie. Bonne et heureuse année à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Bonne année.